Bonjour à tous et bienvenue dans cette session où on va vous faire un retour d'expérience sur comment nous avons embarqué et satisfait nos utilisateurs sur un programme SAFE depuis déjà 4 ans. Donc tout d'abord, merci aux partenaires d'Agile en Scène pour cette journée qui est possible. Je me présente, Jennifer Pélisson, système architecte sur le projet qu'on va vous démontrer et dans le développement depuis une quinzaine d'années à Octo Technologies. Bonjour, Marie Guioni, je suis Product Manager chez Octo Technologies depuis 7 ans et j'étais PO sur ce programme dont on va vous parler. Donc tout d'abord, un petit peu de contexte sur notre projet. Alors on va vous parler d'un produit de réservation de créneaux. On va prendre comme exemple des réservations de créneaux pour des sorties culturelles. Et on a 3 produits. Donc on a un produit qui va être à destination d'internes pour qu'ils puissent planifier et mettre en ligne ces fameux créneaux de sortie. On a un deuxième site qui va permettre aux professionnels, donc par exemple des tours opérateurs ou des comités d'entreprise, de réserver des créneaux pour le compte d'utilisateurs grand public. Et la particularité, c'est que ces professionnels passent très souvent par des éditeurs de solutions logicielles. Donc on a aussi des API qui sont exposés pour ces besoins. Et on a un troisième site qui est directement pour le grand public pour faire des réservations en direct. Donc comme on vient de le voir, on a 3 typologies d'utilisateurs, enfin 4 même. Donc on a à peu près 1500 utilisateurs internes. On a environ 10 000 professionnels qui passent par une quarantaine d'éditeurs de solutions. Et on a environ 1 million d'utilisateurs différents tous les ans. Notre projet était donc en SAFE, sur des PI de 5 itérations. On reviendra un peu sur le PI et les rituels au cours de la présentation. Et du coup, juste pour vous faire un petit peu une carto de l'équipe. Donc, sur ce programme, on était 2 trains. On va se focaliser sur le train du haut, sur le train sur lequel notre projet était situé. Et dans ce train, du coup, on va retrouver un business owner, un product manager, 2 UX UI, un système architecte. On avait 3 équipes de développement, à peu près 7-8 personnes, une équipe de 3 ops et une équipe TMA, puisque ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans l'outil interne, on a aussi fait des refontes d'anciens systèmes. Et du coup, on avait la maintenance des anciens systèmes jusqu'au décommissionnement. Donc ça, c'est un peu une photo à un instant T. Ça a énormément évolué. Mais voilà, c'est pour donner une idée. Et en transverse, on a une équipe data sur lesquels tous les projets fournissent de la donnée à des fins statistiques. On a une équipe de QA qui va faire des tests entre les 2 trains. Et on a une équipe support de 3 personnes qui va faire du support utilisateur. Et on en reparlera aussi au cours de la présentation. Donc maintenant qu'on a posé un peu le contexte, on va expliquer en quoi tous les processus d'expérimentation et de généralisation ont été vraiment déterminants dans la gestion de la roadmap et du produit. Donc effectivement, là on parle d'un produit qu'on a expérimenté d'abord pendant 10 mois dans 5 départements du sud de la France. On a pris le parti de créer un MVP très rapidement. On a fait des développements pendant 6 mois avant de partir en production. On a construit ce MVP avec des utilisateurs pilotes quand même de ces départements. Et on avait la chance d'avoir un business owner qui était un ancien utilisateur, donc très proche des utilisateurs et avec lui-même beaucoup de connaissances, qui nous a permis de faire un MVP qui tenait la route en 6 mois et de partir tôt en production. Et finalement de faire du discovery plutôt directement en production avec nos utilisateurs qu'en amont. On a fait le choix d'aller plus rapidement sur la partie MVP. Pendant ces 10 mois d'expérimentation, ensuite on a fait pas mal d'ateliers d'idéation et de tests avec les utilisateurs qui étaient en expérimentation. Et on a ajusté énormément le produit, évidemment, puisque c'était un MVP assez restreint qui était parti en production. Pour vous donner un exemple, par exemple, c'était un site de réservation. On avait au départ pensé qu'on pouvait partir sur un système du premier arrivé, premier servi. Finalement, on avait des partenaires derrière, que sont les professionnels qu'a mentionné Jennifer. On ne pouvait pas se permettre d'en privilégier un plus que l'autre. Donc on a dû très rapidement mettre des systèmes de modération en place
Et c'est des choses qu'on devait faire impérativement avant de partir en généralisation. Le processus de généralisation. Donc après ces 10 mois d'expérimentation, on a eu le go et on a décidé de généraliser à toute la France. Ça ne s'est pas fait d'un coup, ça a duré un peu plus de 2 ans et demi cette généralisation à toute la France, à travers 8 vagues, environ tous les 3 mois. Toutes les vagues, en tout cas toute vague, tout déploiement était un peu sous le même format. Ce format a évolué au cours de l'eau, au fil de nos apprentissages évidemment et au fil de l'évolution du produit qui n'était plus le même au bout de 2 ans. Mais on restait à peu près sur ce schéma. Donc on avait des formations initiales sur le terrain, donc on se déplaçait avec l'équipe produit, enfin une partie de l'équipe produit et 2 ou 3 personnes en charge du change. Et là on allait former sur le terrain les utilisateurs internes. On les formait à l'outil en lui-même et à l'outil, un outil de suivi des indicateurs qu'on fournissait en parallèle. Et on leur donnait de quoi former eux-mêmes les professionnels et derrière le grand public. Donc c'était un peu un système de formation en cascade où nous on adressait directement que les internes. Ce qu'on avait mis en place aussi et qui a très bien fonctionné, c'était d'avoir une forme de tutorat. Donc en fait, à chaque vague de déploiement, on venait avec des utilisateurs internes de la vague précédente ou de l'expérimentation qui venaient témoigner de la façon dont ils utilisaient l'outil, des problématiques qu'ils avaient rencontrées, de comment ils les avaient contournées ou adressées. Et ça a été très riche et très apprécié. Dans chaque vague, ensuite, on avait un système d'ateliers hebdomadaires où là, pendant 2 mois, chaque semaine, on avait un atelier avec nos utilisateurs en cours de généralisation. On abordait différents sujets pour les accompagner dans la prise en main de l'outil. Et des réunions et des échanges ad hoc au besoin, il y en a eu plusieurs, évidemment, on était assez disponibles. Et si je rajoute une petite information, au cours de ces déplacements, on avait aussi les syndicats professionnels qui étaient présents pour justement faire quand même une première partie de la formation et des échanges questions-réponses. Oui, c'est vrai. Et pour eux-mêmes pouvoir après aider les professionnels dans la prise en main. Donc c'était une relation à 2 sens. Donc évidemment là on vient de vous montrer la partie plus descendante et d'accompagnement qu'on a faite. Donc nous on a fait beaucoup d'efforts pour aller former sur le terrain. Il y avait ce principe du tutorat que je vous ai présenté. On avait également mis en place une base documentaire assez riche avec des guides utilisateurs, des supports de formation, des flyers, des vidéos. Et puis ces réunions ad hoc où on répondait aux questions et on donnait de la visibilité sur la roadmap, sur ce qui allait arriver, parce que toujours en cours de généralisation, notre produit il a fait qu'évoluer et à chaque fois on prenait en compte leur retour, on leur donnait un peu de visibilité sur quand chaque fonctionnalité allait arriver. Mais c'était aussi, quand je dis à 2 sens, c'est-à-dire qu'après nous on a aussi beaucoup tiré d'eux pour ajuster le produit de la meilleure manière et prendre leur retour. Donc à travers ces réunions où parfois on en profitait pour faire des ateliers d'idéation, des tests ou tout simplement prendre leur retour de manière un peu plus informelle. Et puis après on avait le suivi des indicateurs de production qui a été un gros moyen d'ajuster correctement notre produit au fil de l'eau. On y revient juste après. Et le support utilisateur, Jennifer l'a mentionné rapidement, on en reparle aussi, mais ça a été un gros vecteur aussi pour nous pour comprendre comment notre produit était utilisé en production, quels étaient les principaux irritants et comment les prioriser au mieux dans la roadmap. Donc l'analyse des indicateurs, on a très vite mis en place un outil avec des dashboards, avec des indicateurs métiers pour suivre un peu l'utilisation du produit et l'ajuster. On avait des indicateurs avec, pour notre produit, c'était des taux d'annulation, des taux d'inscription, les corrélations entre inscription et annulation, une vision géographique de l'utilisation du produit. Ça nous a permis à la fois, nous, d'ajuster le produit. On a vu à travers ces dashboards très rapidement qu'il y avait des bots malveillants un peu qui essayaient d'utiliser notre produit. Donc, on a mis en place des choses pour les bloquer. Mais ça permettait également aux utilisateurs internes de mieux utiliser le produit. Donc là, les utilisateurs internes, ils mettaient à disposition des créneaux de réservation de sorties culturelles. Ils avaient l'habitude de le faire depuis des dizaines et des dizaines d'années et des croyances un peu sur la façon dont leur outil était utilisé par les professionnels et par le grand public. Et finalement, ils se sont rendus compte, par exemple, qu'ils mettaient à disposition beaucoup de créneaux de visite de musées,
qui partaient en fait très peu rapidement, qui étaient très peu réservés ou vraiment à la fin quand il n'y avait plus que ça comme choix, ou qui étaient beaucoup annulés, alors qu'ils ont vu que des visites de quartiers de ville, c'était quelque chose qui partait beaucoup plus rapidement, qui était beaucoup plus apprécié, qui était opéré par des guides qui étaient les mêmes, et donc ils ont essayé d'optimiser en gros les journées de leurs guides en les mettant plutôt sur des types de visites qui partaient plus rapidement. Donc eux, ça leur a permis d'optimiser leur façon de travailler, et puis ça a permis aussi de répondre aux besoins du grand public qui visiblement appréciait plus certains types de créneaux que d'autres. Donc à la fois pour l'équipe produit, à la fois pour les internes, c'était très riche. Après, effectivement, maintenir et mettre en place ces dashboards, c'est pas toujours facile. Nous, on a eu des difficultés à maintenir la fiabilité des données. Ça, plutôt, nous, pour une raison d'organisation, c'est-à-dire que la responsabilité de la mise à jour et du maintien de ces données, elle était un peu diluée entre les équipes de développement et l'équipe data qui était transverse. Donc, in fine, personne ne se sentait très responsable du maintien de ces données, et on a eu des problématiques de données pas à jour assez rapidement. Et autant on n'avait eu aucune difficulté à prioriser au début du projet la mise en place de ces dashboards, autant prioriser les correctifs, ou identifier comme petits correctifs à ajuster pour maintenir ces dashboards. On a eu beaucoup de mal à le faire prioriser dans une roadmap déjà très chargée, et on a un peu traîné ce boulet pendant 3 ans avant que ça devienne trop gros, et que là, visiblement, ils ont décidé de s'attaquer au problème, mais voilà, c'est pas le sujet le plus facile à prioriser. Et dernier canal qui pour nous était un des principaux de remontée utilisateur, c'était d'analyse de l'utilisation de notre outil, c'était le support. On avait une équipe support qui était composée d'un premier niveau de support avec des gens du métier qui répondaient aux questions. Il y avait 2-3 personnes qui étaient en permanence disponibles pour répondre aux questions des utilisateurs internes, qui eux-mêmes remontaient les problématiques des professionnels et du grand public. Et on avait 2 ou 3 développeurs qui étaient là sur un rôle tournant entre les différentes équipes pour que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes, pour que la connaissance du produit soit partagée et que l'engagement des développeurs soit plus fort, puisqu'ils étaient du coup régulièrement en prise avec les problématiques du terrain, et pour eux c'est un facteur de motivation. Donc notre cycle du support, au-delà de répondre le plus possible et le plus efficacement aux problématiques des internes, on a essayé d'analyser les retours de façon très régulière, donc au moins 1 ou 2 fois par PI, on faisait un point sur tous les types de retours qu'on avait. On essayait de les classifier par sujet pour identifier des chantiers en fonction des problématiques et de les prioriser dans la roadmap. Le but, c'était d'automatiser le support là où il y avait trop de temps perdu, et puis d'identifier les sujets qui étaient les principaux irritants et de se dire ok, on y remédie en modifiant le produit ou en modifiant notre roadmap. Il y a certaines choses qu'on avait mis bien plus tard dans la roadmap en se disant ça va pas bouger tout de suite. Le type de visite, on s'est dit que ça changeait pas tous les 4 matins les types de visites, et le mettre à la main des utilisateurs, c'était quelque chose qui était loin dans notre roadmap. Très vite au support, on a vu que c'était une des principaux demandes qu'on faisait à la main. Donc on l'a repriorisé rapidement. Et après, au-delà de la mise en production, on faisait un suivi dès qu'on avait décidé de prioriser un des sujets. On suivait bien derrière qu'il n'y avait plus de sujets de ce type-là qui remontaient au support pour être sûr que c'était pertinent d'avoir fait ce choix. Sur le support, donc là on vient de parler du support utilisateur, on va dire interne. On avait un deuxième type de support qui était le support aux éditeurs de solutions logicielles. Et cette relation, elle était un peu plus compliquée, tout simplement parce qu'on n'a pas fait assez l'effort au démarrage de bien les accompagner. Donc évidemment, au démarrage, on a fait des rituels avec eux toutes les semaines pour déjà expliquer le produit, expliquer comment se connecter aux API, etc. Donc il y avait vraiment des sessions d'échange. Mais au-delà de ça, on n'était pas vraiment organisé. Enfin, on n'était pas organisé au support. C'est-à-dire que c'est une équipe de dev qui prenait de son temps, on va dire, entre 2 développements de fonctionnalités, ou quand il avait le temps d'aller répondre aux mails des éditeurs. Donc évidemment, c'est une douleur pour les équipes de dev, et c'est aussi une douleur pour les éditeurs qui attendent et qui sont bloqués et qui n'ont pas de réponse.
Donc ça a duré quand même un petit moment, jusqu'à ce que, il y a un petit peu plus d'1 an, on se dise, bah, quand même, on se rappelle du contexte, les professionnels, ils passent en majorité par des éditeurs de solutions. Donc en fait, nous, on a notre solution et ils peuvent aussi passer par les éditeurs qui implémentent leur propre logiciel. Et donc, ils passent quand même, enfin, je ne sais pas, à 80% par des éditeurs. Donc c'est quand même très important que les éditeurs soient accompagnés, puissent répondre aux besoins des professionnels. Et du coup, on a remis un effort, donc on a remis en place des rituels, enfin, on a consolidé les rituels toutes les semaines. On a vraiment suivi, donc on a fait d'autres dashboards pour suivre l'adoption des éditeurs. Et tout simplement pour analyser, tiens, tel éditeur, on voit qu'il ne nous appelle jamais, est-ce qu'il a une problématique, voilà, ou tel autre, il a un taux d'erreur très important. Et à travers toutes ces choses, on s'est rendu compte que soit les éditeurs avaient vraiment des blocages techniques ou autres, soit effectivement, on avait aussi des points, des use cases métiers qu'on n'avait pas en tête, et qui sont remontés aussi par la voix des éditeurs. Donc ça nous a permis aussi d'ajuster et de répondre un peu plus à leurs besoins. Chose très importante, le support. Donc on a parlé d'une équipe support juste avant, et on a utilisé cette même équipe support pour répondre aussi aux éditeurs. Il n'y a pas de raison, c'est un utilisateur comme un autre. Et donc, voilà, avec cette mise en place, au moins, ils avaient des réponses rapides, avec toute la difficulté quelquefois que ça peut amener, hein, d'analyser des choses, mais au moins, leur sujet était traité rapidement. Et voilà, c'est une courbe très, très fictive, hein. Mais en tout cas, la relation, elle est beaucoup plus appréciable en ce moment. Le taux d'adoption est très fort. Donc voilà, donc on est plutôt sur les derniers ajustements. Mais du coup, c'est plutôt pour dire que c'est un acteur important. Et là, ce n'est pas que du change aussi métier. Il y a aussi de l'accompagnement vraiment technique. Et donc, il ne faut pas négliger ça. Et au final, du coup, on a parlé de plein de choses. On a parlé d'indicateurs et de data qui nous ont permis d'alimenter les roadmaps, qui nous ont permis d'analyser la production, de savoir les usages et les mésusages. On a vu qu'on avait un support utilisateur. Ce support utilisateur, il était efficace et reconnu des utilisateurs, parce que du coup, on répondait rapidement à leurs besoins. Et on n'en a pas parlé là, mais du coup, je le rajoute. On avait aussi tout un système d'alerte de production. Par exemple, on attend un fichier tous les matins, le fichier n'arrive pas, alerte, qu'est-ce qui se passe? Contactons notre équipe pour savoir si c'est normal ou pas, ou une machine est en train de sombrer, allons voir, etc. Et tout ça, en fait, un point important, c'est qu'on avait l'autonomie, donc la chance et la responsabilité d'aller jusqu'en production et de maintenir cette production. Ça nous a permis vraiment d'être très réactifs dans plein de cas, que ce soit vraiment au cadrage, on avait besoin d'informations, de stats, etc. On allait collecter directement dans la base, etc. Attention, tout ça est soumis à sécurité, bien entendu. Et voilà, le support pour aller voir les logs, au support ou pour les alertes, hein, de pouvoir aller voir les logs, de pouvoir aller voir la donnée en base, voilà. Donc vraiment, c'était une chose très très importante qui nous a permis toute cette flexibilité, d'aller vite, de mettre en production quand on le voulait. S'il y a un bug, de pouvoir le résoudre et le remettre en production très rapidement aussi. Donc tout ça, ça contribue aussi à un produit fiable et des utilisateurs contents. Donc là, on a vu pas mal d'entrants à travers les indicateurs, le support, les ateliers, etc. Et du coup, maintenant, comment est-ce qu'on priorise tous ces entrants pour faire une roadmap pour un produit efficace? Oui, donc on avait toutes ces remontées et notre outil principal de priorisation et de communication derrière, c'était notre roadmap. On avait 2 niveaux de roadmap, une roadmap un peu plus court terme sur 1 ou 2 PI avec là des sujets assez précis et cadrés. Et après, on avait forcément, mais là aussi du fait de la généralisation dans laquelle on était, une roadmap beaucoup plus long terme à 2 ans, 2 ans et demi,
qu'on a maintenu pendant le temps de la généralisation et des décommissionnements qui étaient intégrés. Cette roadmap, du coup, était mise à jour de manière extrêmement régulière et extrêmement rigoureuse. Tout nouveau sujet qui arrivait, même si c'était une urgence énorme, était forcément estimé. Donc, il y a des sujets qui sont très peu cadrés, qui sont difficilement estimables, mais on se forçait toujours à essayer quand même d'estimer. Alors, plus le temps avance, plus on connaît notre produit, plus c'est facile de donner une macro-estimation. On a essayé de le faire dès le début pour pouvoir aussi, du coup, forcer toutes les parties prenantes à prioriser en connaissance de cause et pas juste de se dire « je voudrais ce sujet qui arrive en T2 2025 » et on n'a aucune idée de cette taille, aucune idée de l'impact sur le reste de la roadmap. Donc, chaque sujet était intégré en ayant conscience des impacts sur le reste de la roadmap. Voilà. Et après, cet outil, la roadmap était aussi un outil de communication parce que c'était communiqué avec le client, avec le business owner très régulièrement, avec toutes les parties prenantes en coproche toutes les 3 semaines, mais aussi également avec nos utilisateurs à qui on partageait notre roadmap très régulièrement pour qu'ils aient de la visibilité et qu'ils puissent s'organiser et comprendre ce qui arrive quand et avoir voix au chapitre aussi en nous disant parfois que la priorisation n'était pas forcément celle qui est préférée. Et dernier élément aussi quand même sur ce sujet, ce qui était important, donc oui, on estimait chaque sujet qui arrivait, et ça on a réussi à le faire parce que sur ce programme, on avait réussi à garder le produit et la tech assez proches, ce qui n'est pas toujours facile sur des programmes de cette échelle-là, de ne pas avoir le produit qui vit dans son monde et la tech qui vit dans un autre. Et pour nous, ça a été très important et un facteur de succès de travailler toujours main dans la main, de cadrer toujours tous les sujets en même temps parce que la tech alimente le produit et parfois inversement. Et en fait, on ne peut pas penser une fonctionnalité l'un sans l'autre, en tout cas de notre point de vue. Et c'est ce qui a fonctionné. Bon, là, c'était pour vous donner un peu une idée des instances de priorisation qu'on avait et pour vous donner une idée de la régularité de ce qu'on avait mis en place. On avait un point de priorisation avec donc le business owner, le product manager, les PO et les tech leads, toujours présents toutes les semaines, où là, on revoyait les nouveaux sujets qui arrivaient. Il y avait un petit bout de cadrage potentiellement dans cet atelier et puis revue des priorisations. Ensuite, on avait entre PO une session de suivi des indicateurs aussi toutes les semaines. Donc, c'est-à-dire que si on voit qu'on dérape même de quelques points sur un sprint, qu'un sujet qu'on avait estimé est plus gros que prévu ou plus petit que prévu, ça peut arriver aussi. Et ben dans ce cas, en fait, tous les impacts du delivery, on les reporte dans la roadmap toutes les semaines pour être sûr que notre roadmap, si elle bouge, on sait pourquoi. Et en fait, en le faisant petit à petit et si régulièrement, on n'annonce jamais au bout de 3 semaines ou un mois, ah là, on a 2 mois de décalage. Et en fait, les 2 mois de décalage, c'est souvent une somme de petites raisons qui font que ça s'est décalé et qu'on n'a plus forcément tout en tête au bout d'un mois ou deux. Le faire de façon si régulière, ça permet de ne générer aucune surprise pour personne. Et en tout cas, voilà, ça c'est ce qu'on avait mis en place. On avait quand même des coproches de 30 minutes un peu plus classiques avec l'ensemble des parties prenantes toutes les 3 semaines, mais où personne ne découvrait jamais rien. Et du coup, des grooming au fil de l'eau, puisque forcément, si on estime tout sujet qu'on met dans notre roadmap, ça nous demande de régulièrement faire des sessions d'estimation. Tu n'as pas parlé des tests. Et j'ai pas parlé des tests, mais oui, donc on avait des tests effectivement aussi de manière régulière qui étaient évidemment un entrant pour nos priorisations. Et dernier élément sur la partie un peu process méthodo, pour nous, SAFE a été un cadre au contraire utile pour concevoir sereinement. Alors Jennifer vous présentera un petit peu ce qu'on a pris de SAFE et on n'a pas tout pris de SAFE dans ce programme, mais en tout cas le fait d'être sur ces incréments de 2 mois et demi et sur cette cadence, ça nous a permis nous d'atteindre un rythme de conception qu'on n'a pas atteint dès le premier PI évidemment, mais où on avait globalement toujours à peu près au moins un PI d'avance sur notre conception. Voilà, en faisant ça de cette façon, je ne vous le détaille pas, mais l'idée c'est que du coup, on était serein dans notre rythme de conception, et ça veut dire que toute urgence, il y a toujours des urgences qui arrivent, on est beaucoup plus en mesure de les absorber parce qu'on n'est pas dans l'urgence sur le reste qui était prévu. Voilà, on mettait un point d'honneur à essayer de garder ce rythme-là parce que sinon, ça devient insoutenable pour tout le monde.
Et donc justement, comme on cadre tous les sujets du PI au PI précédent, quand on arrive au PIP, donc le planning, intervalle planning, ou le programme incrément planning, suivant les versions, du coup, les équipes, elles arrivent avec leurs sujets. Normalement, on a déjà aussi les priorités des sujets, hein, au moins en grosse partie. Et l'objectif vraiment de cette journée, je ne vais pas revenir sur le détail de comment se passe cette journée, mais vraiment l'objectif et le point central, c'est qu'à la fin, toutes les équipes, donc là c'est un board par équipe, hein, toutes les équipes ont planifié leurs 4 itérations à venir, et on sait exactement, on sait fixer des objectifs. Et quand on se dit qu'on se fixe des objectifs, c'est-à-dire qu'ils sont clairs, donc, par exemple, quand il y a une liste de choses à faire, cette liste, elle est notée quelque part. L'objectif est clair et il a une valeur business-métier. Enfin, business ou métier, comme on veut. Ça a aussi pour but que pendant le PI, on ne sait jamais quand même ce qui peut arriver. Et si on voit qu'au final, on ne pourra pas atteindre tous nos objectifs, on va quand même se focaliser sur celui qui a le plus de valeur métier. Et enfin, dans ces objectifs, on a aussi mis l'environnement cible à atteindre. Dans le meilleur des mondes, effectivement, nos objectifs sont en production à la fin de ce PI. Quelquefois, ce n'est pas possible. Le développement, on sait, on l'a planifié, il arrive à la toute fin de l'itération 4. Bon, 3 jours après, il ne sera peut-être pas forcément encore en production. Peut-être qu'il arrivera 2 jours après, mais ce n'est pas grave. Et voilà, et quelquefois, on a aussi des dépendances, soit inter-équipe, soit aussi au sein de notre équipe. Hein. On sait qu'il y a souvent des US qui sont en cascade un petit peu. Voilà, et donc si on sait déjà ça, on sait déjà qu'on n'arrivera pas en production, et donc on va mettre notre environnement de recettes ou notre environnement d'équipe. Enfin voilà, ça c'est à définir. Et juste pourquoi on se met ces environnements derrière, c'est pour essayer d'être prédictible, parce que se mettre des objectifs, c'est bien déjà, mais si finalement on a atteint notre objectif, mais sur un environnement de recettes, il y a des projets où on ne le remarque pas forcément, où on ne le dit pas, où on dit que c'est quand même atteint. Et en termes de prédictibilité, c'est faux, on n'est pas forcément bon. En termes de valeur usagée, on n'y est pas parce qu'ils n'ont pas leur feature en production. Donc voilà, c'était dans l'idée d'être le plus prédictible possible et de suivre au mieux notre prédictibilité. Et donc, une fois qu'on a tous ces objectifs et nos sujets cadrés, etc., donc on va passer à la phase de développement. Pareil, je ne vais pas revenir sur tous les rituels. Il y en a qu'on a pris, il y en a que vous ne trouverez pas, comme le WSJF, qu'on a très vite décidé de ne pas prendre. Mais dans les principaux rituels, par exemple, il va y avoir le coach 5 et le PO5 qui vont vraiment être là toutes les semaines pour voir est-ce que ça avance correctement, est-ce qu'il n'y a pas des risques des risques ou des dépendances qui glissent. Voilà, donc c'est vraiment analyser au plus tôt tout fait, en fait, qui peut arriver. Lors de l'itération d'innovation et planning, pareil, je ne reviens pas sur tous les rituels, mais notamment il y a la journée d'Inspect, où là, du coup, on va démontrer tous les développements qui ont été faits au cours des 4 dernières itérations. Et là, vraiment, l'objectif, ça va être justement de se remémorer les objectifs qu'on s'était fixés, de les passer un par un et de dire est-ce qu'il est atteint, pas atteint. Et vraiment, on a un système un peu de notation. Donc, si c'est atteint, mais pas dans l'environnement sur lequel on s'était fixé, en gros, vraiment, on se mettait il y avait vraiment des notes. Hein. L'objectif, c'est pas de fliquer ni rien. Et en fait, c'est arrivé qu'on a des zéros sur les objectifs parce que, faute à nous, faute de contraintes, bref, la vie d'un projet. Mais l'objectif à la fin, c'est de savoir et d'être prédictible. Donc, en fait, ça nous donne aussi les billes pour préparer le prochain PI. Quelquefois, on était on avait fait plus que ce qu'on avait décidé. Donc là, fallait être un petit peu plus, comment on peut dire s'engager un peu plus. Voilà, s'engager un petit peu plus. Ou quelquefois, au contraire, on avait chargé un petit peu trop la barque. Donc, on se disait, calmons-nous pour le prochain PI. Enfin, voilà. L'objectif, c'est vraiment qu'à la fin, on soit défini, j'arrête pas de dire objectif, des objectifs pour que le métier puisse savoir dans 2 mois et demi ce qu'il va y avoir en production. Et encore une fois, comme on partage énormément ces roadmaps, en fait, tout glissement fait que et le métier et tous nos utilisateurs savent que ça décale aussi.
Ouais, voilà, en takeaway, on vous a remis juste un petit peu les éléments principaux qu'on a balayés là dans ce Rex, le gros effort d'accompagnement qu'on a fait et qui, je pense, a aidé à instaurer cette proximité forte avec les utilisateurs et ce lien qui était indispensable. L'analyse de la production en retour pour, au-delà des retours qu'on entend, nous, concrètement regarder ce qui se passe sur le produit. La rigueur et la régularité dans le suivi de notre roadmap qui a été aussi déterminante dans la réussite du projet. L'autonomie sur la chaîne de développement jusqu'au bout, ça on l'a remis parce qu'on sait que c'est pas le cas partout, tout le temps, c'est pas forcément évident de l'avoir. C'est une responsabilité aussi, tu le rappelais, mais ça donne quand même beaucoup de liberté pour avancer au plus vite. Et tout ça nous a permis d'avoir un environnement de travail sain. Voilà.